Dans cet épisode de Sparking Conversations on Culturally Responsive Childcare, nous nous intéressons aux services de garde et à l'apprentissage précoce dans le contexte francophone en Alberta. Je suis votre animatrice invitée Megan Perrin, conseillère francophone pour le projet Spark. Je vous rejoins aujourd'hui des territoires traditionnels de nombreuses nations, notamment les Mississaugas du Crédit, Anishinabeg, Chippewa, Haudenosaunee et Wendat, territoires couverts par le traité 13. Aujourd'hui, nous parlerons de la double mission que les prestataires francophones de services d'éducation et de garde de la petite enfance assument dans le cadre de leurs responsabilités quotidiennes. Nous aborderons les défis particuliers liés aux services de petite enfance adaptés à la culture dans le contexte minoritaire linguistique francophone en Alberta. Nous explorerons aussi des idées et des exemples pratiques sur la manière dont les éducatrices et éducateurs peuvent intégrer des éléments culturels francophones dans leur routine quotidienne et dans leurs espaces. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Kirsten Wallace, mère de 4 enfants à Calgary, âgée de 13 à 23 ans et directrice de la prématernelle La Capucine et enseignante au campus Saint-Jean au sujet de la francophonie en milieu minoritaire et la petite enfance. Kirsten travaille actuellement sur sa maîtrise en éducation de la petite enfance avec l'Université de Colorado Denver et elle siège au conseil d'administration de la FPFA, Calgary Regio Network, ainsi qu'au conseil consultatif Envol, Horizon et Spark. Elle est modératrice avec ACT pour la formation DDOP et ainsi pour les formations pour les responsables de programme Spark. Elle aime faire du yoga, tricoter et voyager. Bienvenue, Kirsten, et merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Megan. Je suis très honorée d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, pour commencer, on pose la même question à tous nos invités. Puis ça nous donne un vrai excellent point de départ pour comprendre qu'est-ce qui vous préoccupe. Donc, en 2 ou 3 mots, qu'est-ce qui vient à l'esprit lorsque vous pensez au service à la petite enfance adapté à la culture? Ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment d'avoir des espaces où les enfants peuvent venir et se sentir accueillis, euh, acceptés, où ils se voient. Ils se voient dans nos salles, ils se voient dans nos espaces, où les familles peuvent venir partager avec nous, où on a des relations assez, mais vraiment suffisamment profondes pour pouvoir connaître non seulement niveau surface, ces enfants, mais d'avoir vraiment une relation profonde avec eux. Je crois que c'est tellement un sujet que je peux voir dans lequel tu es passionnée. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours, un peu de toi-même, puis comment est-ce que ça t'a mené ici pour être passionnée non seulement des services de garde adaptés à la culture, mais spécifiquement dans le milieu francophone minoritaire en Alberta? Oui, absolument. J'ai un parcours qui a été très coloré, qui a commencé à l'âge de 15 ans avec un échange à Mistassini-Dolbeau, euh, vraiment qui m'a ouvert grandement les yeux envers d'autres cultures, d'autres façons d'être, parce que j'étais née à Calgary et dans une famille entièrement anglophone. Et je suis vraiment tombée amoureuse de la langue, de la culture, en grande partie grâce à un enfant de la famille qui a pris le temps, qui m'a porté attention, qui était patiente avec moi, qui m'a vraiment guidée dans mon apprentissage de la langue, de ma communication. Puis par la suite, j'ai eu tellement d'opportunités grâce aux programmes fédéraux pour aller étudier dans les milieux francophones euh, au Québec, à l'Université Laval, et puis ensuite à Rennes, en France, carrément où j'ai complété mes études. Mon bac, c'était à Rennes. Quand je suis revenue au Canada en 2007, j'avais travaillé pendant 10 ans avec Decathlon. C'était en français avec la compagnie francophone en Europe. Donc là, je m'attendais vraiment pas à trouver des services en français à Calgary pour mes enfants. J'avais déjà 2 enfants et c'était par hasard que je suis tombée sur Franco-Sud. Et j'ai commencé mes enfants dans cette école à Terre-des-Jeunes, dans l'école Terre-des-Jeunes. Et moi, j'ai trouvé du travail en tant que la directrice du centre d'appui familial de la SPEFSA. Et là, encore une fois, c'était un éveil total à toute la richesse de la communauté francophone. Euh, Parce que jusqu'à ce point-là, là, c'était assez limité avec ce que j'ai vécu au Québec, ce que j'ai vécu en France. Mais là, à Calgary, direction de la SPEFSA, j'avais toutes les familles francophones qui venaient de partout.
Et mon focus, bien sûr, c'était la petite enfance, donc c'était de 0 à 6. Et j'ai continué mon parcours. Je suis devenue doula, j'ai accompagné les familles pendant les accouchements et et puis prof de yoga pour les enfants, pour les mamans, pour les familles. Donc j'avais tellement de lentilles différents à travers. J'ai pu voir cette expérience de vivre, d'être francophone, de vivre dans la petite enfance. Mes enfants étaient à la Capucine. J'ai pris la direction de la Capucine vraiment sans le chercher. C'est tombé un peu, du ciel et heu et puis par la suite, j'ai voulu vraiment continuer mes études. Là, ce que je peux vous dire, c'est que mes études avec l'Université de Colorado se concentrent énormément sur la justice sociale, sur le pouvoir dans la petite enfance, dans l'éducation. Donc absolument, ça me passionne. C'est quelque chose que je veux explorer, continuer à explorer avec tous les organismes connexes à la petite enfance ici en Alberta, à travers le Canada, et aussi avec les éducateurs avec qui je travaille, avec les familles. Donc oui, je peux en parler pendant longtemps, mais On va y retourner parce que je trouve que tes expériences vont bien s'entremêler avec les questions à venir. Donc, plongeons peut-être dans le sujet actuel parce que au cours du projet Spark, de nombreuses éducatrices de la communauté francophone nous ont confié qu'elles avaient vraiment, ils voyaient leur rôle comme une double mission à accomplir à chaque jour. Donc, se concentrant non seulement sur la qualité des soins et les services offerts aux enfants et aux familles et au développement des enfants, mais aussi s'efforçant également d'encourager, de favoriser la vitalité de la francophonie en Alberta dans toute sa pluralité. Donc, qu'est-ce qui rend les services adaptés à la culture ou aux cultures dans les contextes linguistiques minoritaires, spécifiquement francophones en Alberta, si particuliers ou c'est quoi les particularités de cela? mais quand vous venez de dire, hein, là, il y a vraiment, une double mission. C'est comment est-ce qu'on peut prendre soin et entrer en relation avec ces enfants qui viennent avec leurs expériences et peut-être que c'est des expériences francophones, peut-être que les enfants viennent des familles exoganes, peut-être qu'ils viennent d'ailleurs, ils sont passés par, le Québec. Un grand frère ou une grande sœur a fait son éducation en français, donc là, peut-être qu'à la maison, c'est ni anglais ni français, mais c'est une autre langue et là, ils se retrouvent chez nous. Comment est-ce qu'on peut les accompagner à développer, à construire leur identité francophone, garder notre identité, respecter leur façon de faire, leur culture, leur langue, heu, leurs croyances. Donc ouais, c'est c'est une mission gigantesque et là, oui, personnellement, je le trouve fascinant et passionnant. Je pense que ce qu'il faut jamais perdre de vue, c'est que notre rôle, notre culture et notre langue font vraiment partie de qui nous sommes. Et donc là, il faut jamais perdre ça de vue du fait que la façon dont on va interagir avec ses enfants, va interagir avec ses familles, aura un impact à long terme sur leur façon de se voir, d'être dans le monde, et surtout avec leur relation avec la langue et la culture francophone. Il faut respecter Oui, notre, construction et notre identité, mais aussi comprendre l'impact de comment on va rentrer dans que l'impact de notre réaction, l'impact de notre engagement, de notre façon de faire, du pouvoir quand même étant les éducatrices, étant les enseignantes, étant les responsables de programme, qu'on peut avoir, comment ça peut influencer les relations que l'enfant va avoir avec sa francophonie à l'avenir et aussi que la famille va avoir avec nous, avec les autres organismes francophones, avec nos partenaires communautaires. si on parle spécifiquement de comment, donc, c'est quoi les stratégies que vous mettez en place dans votre milieu afin d'honorer, de célébrer cette pluralité francophone et qu'est-ce que vous faites pour supporter non seulement les enfants, mais aussi les employés, les éducatrices qui travaillent dans votre milieu aussi? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Super question. Donc, chez nous, les stratégies qu'on met en place, c'est vraiment de connaître nos familles.
Et comment est-ce qu'on peut les connaître? On commence souvent au début de l'année, quand les familles s'intéressent à notre centre, à la Capucine, on va les inviter à venir voir parce que il faut qu'ils se sentent à l'aise, hein, qu'ils voient comment on interagit avec les enfants. C'est pas comme dans tous les centres. Chez nous, on passe énormément de temps dehors. On est vraiment basé nature et notre salle de classe à l'extérieur a un rôle aussi important que notre salle de classe à l'intérieur. Et donc, c'est la première chose qu'on va faire, c'est les inviter à venir voir, à poser des questions et à témoigner vraiment les interactions entre les éducateurs et les enfants. Ensuite, avant de commencer chez nous, on va envoyer un sondage. Et dans ce sondage, on demande aux familles de poser certaines questions aux enfants par rapport à quelles sont leurs passions, quelles sont leurs envies, quels sont leurs intérêts, qu'est-ce qu'eux, ils aimeraient apprendre? Est-ce qu'ils ont des questions? Est-ce qu'ils ont des curiosités? Est-ce qu'il y a des fêtes qu'ils aiment célébrer? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont super importantes dans leur vie? Qu'est-ce qui se passe quand ils se sentent mal à l'aise? Comment ils se font, pardon, pour se remettre s'ils sont tristes ou s'ils sont fâchés? Donc là, on veut vraiment poser ces questions aux enfants. On demande aux parents de vraiment copier-coller, les réponses des enfants. Puis on pose les mêmes questions aux familles. Quelles sont vos stratégies avec vos enfants par rapport aux routines, par rapport au bien-être? Quels sont vos espérants? Qu'est-ce que vous espérez pour vos enfants quand ils viennent chez nous? Quelles sont les fêtes, les traditions qui sont très importantes pour vous? Qui sont les personnes qui sont très importantes dans la vie de vos enfants? Mmh. Quelles sont vos idées par rapport à la réorientation de vos enfants? Hem, pour qu'on puisse voir, déjà par rapport aux valeurs des familles, les valeurs de la Capucine et si jamais il y a il y a des écarts, d'assurer qu'on prend rendez-vous pour justement mettre les choses au clair. Donc, c'est une chose qu'on fait. Donc ensuite, une fois que l'enfant va commencer chez nous, on demande qu'ils viennent avec leurs photos de famille. Ils peuvent toujours avoir quelque chose de la maison pour se soulager si jamais ils se sentent mal à l'aise. On a une plateforme de communication qui nous permet de communiquer à chaque jour avec les familles si l'enfant a une question, s'il veut partager, quelque chose avec maman, papa. Et pareil, si les parents, ils ont des questions, qu'ils peuvent nous poser des questions. Ensuite, c'est, à l'intérieur de la salle, on essaie d'avoir vraiment les images que des enfants. On n'a pas d'affiches, préfaites. C'est vraiment les enfants dans notre documentation en train de poser des questions, en train d'apprendre, en train de jouer, en train de s'épanouir. Là, on travaille énormément avec Envol, ça fait partie de notre philosophie et donc de reconnaître ces enfants comme des apprenants puissants et comme des citoyens. Ils participent dans la construction de nos règles de jeu pour la vie en classe et puis avec les familles, on passe du temps à l'arrivée, au départ. Ces moments de transition sont tellement importants de pouvoir connecter, de pouvoir s'assurer qu'on a le temps de donner aux familles s'ils ont des questions à poser, s'ils ont des inquiétudes, si nous, on a des questions ou des inquiétudes. Donc, mon rôle vraiment en tant que directrice, moi, je suis là quand ils arrivent et je suis là quand ils partent ou les éducateurs pareil. Donc là, ça fait partie de notre planning et de nos réflexions. Donc, on m'avait demandé par rapport aux éducateurs, comment est-ce qu'on travaille ensemble? C'est une pratique de réflexion en permanence. C'est de s'assurer que mes éducateurs comprennent que leur rôle est essentiel. C'est vraiment les éducateurs, leurs relations qu'ils vont tisser avec ces enfants et avec les familles qui vont faire en sorte que l'enfant se sent à l'aise, se sent en sécurité, et qui sont valorisés, de venir déjà, juste de venir être dans un environnement qui n'est pas leur chez eux, leur chez soi. Et, et ensuite, peut-être de prendre le risque d'être vulnérable, de parler dans une autre langue, de communiquer dans une autre langue que ce qui est utilisé à la maison. On commence avec quelques mots. Là, on n'insiste jamais que l'enfant ne parle
qu'en français chez nous au départ parce qu'on a les petits, ils ont de 3 à 5 ans et on veut qu'ils adorent cette langue. C'est d'abord la relation qu'on va créer avec eux et ensuite on va partager notre amour, notre envie, notre désir de parler, de chanter, de vivre en français et tout ce qui va avec, les jeux, les films, les chansons, ça peut être, ouais, les pièces de théâtre, ça peut être, il y a tellement les pays, les traditions, tout ce qu'on peut partager, la nourriture, bien évidemment. Donc, à travers ça, c'est toutes ces petites stratégies-là qu'on utilise et c'est un processus en continu. Ça s'arrête pas. C'est pas un checklist. Là, il y a pas, OK, tuc, j'ai mis le drapeau, non, non, on fait rien de tout ça. C'est vraiment un engagement de connaître, d'observer, d'écouter, de respecter nos enfants. Il y a tellement de richesse dans tout ce que tu as partagé et je veux en parler pour une autre heure, mais je sais qu'on n'a pas euh, beaucoup, beaucoup plus de temps ensemble. J'aimerais, puis je crois que c'est tellement une belle approche, comme tu parles de, ça vient d'un espace, la construction identitaire, puis comprendre les différentes traditions, les valeurs, les cultures présentes dans les enfants qui sont dans la garderie ou dans la prématernelle. Puis c'est vraiment, comme tu dis, l'observation, ça vient d'une place où on, on veut récompenser, on veut faire valoir, on veut faire aimer la langue et la culture. Donc, je crois que c'est une super belle approche. Puis je peux voir dans quand tu parles, tu t'animes, puis tu rayonnes quand tu en parles. Donc, c'est excellent de voir. Puis je sais que les personnes qui écoutent ne peuvent pas te voir, mais Kirsten rayonne quand elle parle de ce sujet. Donc, peut-être pour élaborer sur une des stratégies ou que vous utilisez plus spécifiquement, est-ce que vous pouvez partager une anecdote ou un souvenir qui vous a marqué? Euh, Ça peut être chez l'enfant, au sein de la famille ou par rapport à vos équipes, votre équipe, je devrais dire. Donc, euh, est-ce qu'il y a un exemple que tu voudrais partager avec les écouteurs? Donc oui, absolument, j'aimerais partager une expérience qu'on a eue juste avant Noël. Ici, dans notre succursale à Terre-des-Jeunes, on avait beaucoup parlé de qu'est-ce que c'est que l'équilibre. Donc là, on avait fait un développement de projet qui a duré toute l'année sur l'équilibre entre avoir peur, ne pas avoir peur, entre le jour et la nuit, entre juste les objets en équilibre et on avait commencé à faire des mobiles avec les enfants et on a trouvé plein de matériel. Des enfants, ils ont construit en fait avec l'argile, un papier, ils ont construit des parties, ils ont dessiné et puis construit des mobiles et avec ce qu'on a trouvé dans la nature. Donc c'est extraordinaire et je suis triste de ne pas pouvoir partager une photo avec vous, mais on a plusieurs mobiles dans la salle et j'ai une famille avant Noël qui a demandé si ils pouvaient amener un mobile qu'ils avaient chez eux, qui venait de Pérou. Et là, ma réponse était un peu: «Mais ça vient du Pérou, est-ce qu'il y a une histoire qui va avec ce mobile?» parce que là, toutes nos mobiles, ils ont une histoire qui va avec. C'est par rapport à une expérience, une his à s mais toute une exploration qu'on a fait avec les enfants. Et là, s'il y a quelque chose derrière, une histoire qui va avec, oui, absolument. On veut est-ce qu'il y a moyen de venir nous présenter, nous parler de ça? Papa a dit: «Oui, absolument». Donc, le jour où il arrive, papa arrive tout habillé dans les vêtements traditionnels qu'il a eu pendant son séjour au Pérou. Il avait passé du temps avec une famille. Donc là, c'était, la tunique, le chapeau. Il y avait aussi évidemment le mobile, mais les boissons et les gâteaux qu'il a amenés et plein de photos. Et sa femme, maman, est arrivée avec un iPad, plein de photos. Et il avait parlé de toute son expérience quand il était au Pérou, euh, qu'il a fait Machu Picchu, puis il a rencontré cette famille, et ce couple lui a expliqué toute l'histoire de leur métier. C'était des tisseurs et puis ils avaient fait ce mobile qui a ensuite amené chez lui et qui a été par-dessus la table à langer de ses enfants.
Donc, la plus jeune est chez nous actuellement. Et donc, c'était le mobile qui était par-dessus son table à langer quand elle était bébé. Et maintenant, il voulait nous faire cadeau. Et l'engagement, le partage, papa tout habillé, les enfants étaient mais émerveillés par sa présentation. Parler de l'île où il fallait rajouter systématiquement de la paille pour que l'île ne coule pas. Et puis là, c'était des questions des enfants. Et puis la, la fille était fière comme c'est pas possible d'avoir papa et maman ici dans la classe à partager toute cette histoire tellement riche qui n'était pas une expérience francophone, forcément. C'était le partage se faisait en anglais et en français pour répondre aux besoins de tous les enfants dans la salle, pour clarifier. Mais c'est le fait que cette famille est venue être avec nous, partager un peu de leur histoire, de leurs expériences, tellement précieux. Mais vraiment, c'était tellement précieux. euh, et riche. Ce partage était si riche et puis on essaie c'est une des stratégies vraiment qu'on essaie de faire systématiquement, connaître ses enfants, connaître ses familles et créer des espaces où ils se sentent accueillis, tout en sécurité, où ils peuvent venir se voir, partager, s'épanouir, et être entourés par nous dans notre francophonie comme éducateurs. Quelle belle histoire. Puis ça touche vraiment sur l'importance que, oui, évidemment, vous êtes un milieu francophone, une garderie ou une maternelle francophone, mais c'est vraiment de la pluralité des communautés, des familles qui sont dans vos services. Donc, tellement une belle histoire. Je pense, est-ce qu'on peut, on arrive presque à la fin, mais j'aimerais parler de la culture de travail qui rend la Capucine un milieu qui s'adapte à la culture et aux cultures. Donc, quelle vraiment est votre approche que vous avez adoptée afin de soutenir votre équipe, vos collègues et leur bien-être dans cette réalisation de cette double mission, comme on parlait? Et est-ce qu'il y a des petits signes ou des indices que vous voyez que vous dites, oui, tu sais, ça fonctionne bien, qu'est-ce qu'on fait ici? Absolument. Je pense qu'il faut, si on n'a pas des éducateurs heureux, qui s'épanouissent dans leur travail, hein, on ne peut pas avoir des enfants qui vont faire pareil, ou les familles. Donc là, ça commence par aussi connaître ces éducateurs. Donc là, et, et d'honorer leur culture, leurs expériences. On a quand même des équipes qui sont bien formées, qui sont passionnées par la petite enfance et qui s'engagent à continuer leur développement professionnel. Euh, Ça, c'est très important pour nous parce que ça évolue et on demande aux enfants d'être des co-apprenants et des co-chercheurs de possibilités. Et je veux que nos éducateurs, ils fassent pareil et qu'elles fassent et moi j'ai des éducatrices, qu'elles fassent ensemble. Et donc là, on s'assure qu'il y a du temps de partage le matin et le soir, avant et après, qu'on invite les éducateurs à partager leurs idées en permanence. C'est vraiment des discussions tellement riches par rapport aux observations qu'elles ont fait, par rapport aux questions qui ont été posées. C'est pas moi, en tant que direction, c'est pas juste moi qui va avoir la communication avec les familles. Tout le monde va poster sur Storybook. Tout le monde va partager leurs observations. Tout le monde a une voix. Et on a aussi un leadership qui est distribué en sorte du fait que là, oui, moi, j'anime Spark pour les responsables de programme, mais au sein de mon équipe, j'ai mon employée Judith c'est elle qui anime nos équipes sur la formation Spark et qui va travailler avec notre mentor Spark pour garantir que on n'arrête jamais de se poser des questions. On n'arrête jamais de regarder à travers cette lentille critique quand même. Est-ce que ce qu'on fait est vraiment juste? Est-ce que ça va prendre en compte l tous les points de vue des enfants, toutes les expériences des enfants? Est-ce que c'est même possible? Des fois, c'est pas toujours possible de faire plaisir ou de répondre aux besoins de tout le monde. Donc comment est-ce qu'on va naviguer ces difficultés
ensemble en tant qu'équipe, c'est de garder des discussions très ouvertes. C'est vraiment de créer cette culture de partage au sein de nos équipes et de valoriser leur contribution. De voir à quel point il faut garantir leur bien-être. Merci pour ça. Je crois que c'est tellement des bels exemples, non seulement, comme tu dis, de les pratiques et les stratégies que vous employez au sein des parents, familles, enfants, mais aussi au sein de votre équipe. Donc, chapeau à vous pour c'est comme un cheminement, comme tu dis, qui est continu. Donc, vraiment, si on voit les gens qui sont sur leur cheminement, de comment commencer à implémenter des pratiques, des stratégies sur, les services à la petite enfance adaptés à la culture, et surtout dans le contexte, francophone. Où est-ce qu'ils peuvent commencer? Quelles sont les opportunités qui existent? Je sais que tu mènes la charge sur plusieurs initiatives. Donc, est-ce que tu peux en discuter? Puis vraiment, quelle sorte de conseils est-ce que tu leur donnerais? Oui, absolument. Je pense que commencer par le site web Guide Spark, sparkguide.ca, c'est la page de ressources est tellement riche et puis de continuer à l'alimenter. J'encourage toujours toutes mes étudiantes, toutes mes éducateurs de à chaque fois, si on trouve un article qui est en lien, un vidéo, peu importe, un balado, qu'il faut qu'on continue à alimenter cette page de ressources tellement, tellement riche. Il y a des formations, il y a des micro-formations qui sont sur le site web pour chaque module. Je pense que ça, c'est une super place pour commencer. Et puis, au sein de chaque équipe, de continuer. Comme là, il y a accès aux mentors euh, qui peuvent venir poser des questions, travailler avec nous, vraiment nous accompagner dans nos réflexions et de notre façon de voir et d'être avec les enfants, avec les familles. Et aussi, bientôt, il va y avoir un micro-certificat qui va sortir pour les gestionnaires en petite enfance. Donc, on espère que ça va être prêt pour cet été. Donc, ça, c'est en partenariat avec le collège euh, Campus Saint-Jean. Et et puis oui, c'est l'autoréflexion, et la réflexion en équipe. C'est cette pratique de réflexion, c'est de prendre le temps. Ça, c'est parfois c'est difficile. Prendre le temps et de faire le check pour nos biais, pour nos préjugés. Parfois, c'est dur. Parfois, c'est dur. Il faut qu'on se pose des questions. Il faut qu'on se demande si les enfants peuvent se voir à l'intérieur de nos espaces. Il faut savoir si le matériel qu'on a dans nos classes, c'est vraiment lié avec les enfants qui sont chez nous actuellement. Si le matériel qu'on a aussi, si c'est à nous de présenter ce matériel, de le mettre comme il faut dans nos espaces, dans nos salles, ou est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est mieux placé pour expliquer, pour raconter l'histoire derrière, ou pour raconter le symbolisme ou l'importance dans la culture euh, euh, de la personne, de la famille. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est l'appropriation. Il faut éviter que ce soit performatif. Il faut éviter de faire semblant d'être intéressé parce que les enfants, ils savent tout de suite. Si on est vraiment engagé, impliqué, aussi, c'est performatif. Et donc là, je pense que c'est très important de continuer nos recherches, de chercher vraiment à savoir et à connaître nos familles, à connaître nos enfants. Et encore, je reviens à cette notion de l'écoute active, de prendre du recul juste pour observer les interactions, pour observer les mots, les habitudes, les façons de faire et de savoir que c'est OK si un enfant va peut-être prendre, il va peut-être attendre que tout le monde a enlevé ses chaussures avant que lui commence à enlever ses chaussures parce que c'est comme ça qu'ils font à la maison. Peut-être qu'il faut creuser, qu'il faut chercher à savoir et à comprendre, plutôt que de sauter tout de suite à une seule histoire, à une seule explication, une seule raison pour laquelle, tel enfant va faire telle chose. De rester curieux et d'avoir cet esprit ouvert. J'adore ça, exactement. Tout sous-jacent sur tout, c'est vraiment la curiosité, puis de rester curieux et avoir l'esprit ouvert.
Je crois que, puis tu mentionnais juste pour partager un peu plus le centre de ressources, il y a plein de documents ou de ressources pour l'autoréflexion. C'est une des 5 stratégies SMART. Donc, si les gens te posent tellement des belles questions pour guider de l'autoréflexion et si les gens veulent d'autres exemples pour quoi faire soit eux-mêmes ou en équipe, il y a beaucoup d'autres exemples sur le centre de ressources. Donc, merci d'avoir partagé ça. Donc, peut-être pour terminer notre conversation, j'aimerais vraiment juste euh, parler de qu'est-ce qui m'a marqué le plus dans la conversation, puis j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a marqué, puis qu'est-ce que tu vois comme le plus bénéfique pour les gens qui écoutent au balado. Pour moi, je vois vraiment, comme tu as mentionné, la curiosité. C'est tellement important, puis c'est à la base de tout ce qu'on fait. Je crois que vraiment comprendre et de continuer à observer et de demander et de poser des questions aux enfants et aux familles, puis savoir que les enfants ils peuvent mener leur apprentissage en partenariat avec l'équipe. Ils savent c'est quoi leur réalité, comment est-ce que ça va se manifester dans votre milieu. Donc, vraiment, avoir la confiance que les enfants savent qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis je pense aussi juste les opportunités de, non seulement dans le milieu, que ça soit dans la salle de classe, à l'intérieur ou à l'extérieur, euh, mais aussi des opportunités de partage avec les familles eux-mêmes. Puis c'est vraiment pour enrichir les expériences de tous les enfants qui sont dans vos sites de la Capucine, spécifiquement dans votre expérience. Donc, est-ce que tu peux partager vraiment qu'est-ce qui vous a marqué de la conversation? Euh, Puis, y a-t-il des derniers points à mentionner pour ceux qui écoutent? Oui, là, je pense que pour moi, oui, curiosité, absolument, ça englobe carrément, la capucine. Mais je pense aussi c'est notre compréhension des valeurs. Donc notre vision et les valeurs de la capucine, on veut que les enfants réussissent et je pense que ça va être pareil, peu importe la culture. Tout le monde veut le bien-être et la réussite de leurs enfants. Ils veulent qu'ils se sentent en sécurité, ils veulent qu'ils se sentent aimés, ils veulent qu'ils se sentent écoutés et respectés. Et donc là, même si on vient des cultures qui peuvent être très différentes, c'est d'essayer de trouver ce terrain en commun et de pouvoir, ouais, de pouvoir se regarder. Là, on parle souvent des miroirs et des vitrines. Donc, chez nous, ouais, les éducateurs, donc c'est si on se regarde dans le miroir, est-ce qu'on on voit comment nos réactions et notre façon d'être a un impact sur nos enfants et si ensuite on regarde à travers la vitrine, est-ce qu'on peut voir où on peut aller avec ces familles, avec les enfants? Comment est-ce qu'on peut les amener à s'épanouir? Et encore, cette idée de s'épanouir dans la vie et aussi de s'épanouir dans sa francophonie. Comment est-ce qu'on peut accompagner et les familles et les enfants à s'épanouir dans leur francophonie? Parce que c'est vrai que parfois, on a malheureusement pas trop touché pendant la conversation, mais parfois c'est comme j'avais dit tout à l'heure, ça prend du courage, hein, c'est être vulnérable de parler dans une autre langue. On a des familles qui arrivent, qui ont peut-être pas eu la chance de pratiquer, de vivre, de ouais, d'être leur francophonie et donc qui hésitent et qui vont peut-être être réticents à parler ou à partager parce qu'ils ne se sentent pas comme si c'est assez bien ou peu importe par rapport au niveau de leur langue. Et donc là, c'est assurer qu'on a ces environnements qui accueillent tout le monde, peu importe. Et on s'en fout si la comme vous en train de m'écouter, j'en suis certaine que j'en ai fait plein de fautes, mais c'est pas les enfants qui vont me juger quand je parle en français. Donc c'est vraiment juste d'être courageuse, de prendre les risques, d'essayer de créer ces espaces où on peut se sentir, soutenu et valorisé et aimé. Oh punaise, l'amour, l'amour et les relations. Oui, à la base, c'est tout relationnel, c'est tout l'amour. Donc, merci encore, Tristan, de t'avoir pris le temps de discuter avec moi et pour ce balado ici. Donc, encore merci aussi à tous ceux qui nous écoutent. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues, les amis.
Si vous souhaitez découvrir d'autres exemples, anecdotes et ressources, suivez le lien vers le site web Spark, sparkguide.ca, dans les notes de l'émission, et vous pouvez télécharger le guide Spark et accéder à plein de ressources sur le centre de ressources ainsi qu'au module d'apprentissage. Donc, à bientôt et à la prochaine. Thank you for listening. If you enjoyed this episode, please share with a colleague and friends. If you're interested in more examples, stories, and resources, follow the link to the Spark website, sparkguide.ca, in the show notes to download the Spark Guide and access free resources and training modules. See you in the next episode.